Chers amis, bonjour. Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Voilà, chers amis, suite à ma vidéo numéro 593, je disais que le cœur n'est pas seulement un muscle, mais en fait, c'est un muscle qui a une fonction extraordinaire, à savoir que ça imprime au sang, au flux du sang qui passe à travers ces valves, un mouvement spiralé. D'accord? À mon sens, et d'après ma vision globale, holistique, anthroposophique du monde, à mon sens, le cœur agit comme ce qui se passe dans une singularité d'un trou noir, avec son entrée et sa sortie, le trou blanc. En fait, le sang bleu arrive au cœur, qui lui imprime ce mouvement spirale, en spirale, vous voyez, la spirale de vie. D'accord? Et l'éjecte dans l'aorte. Il est en quelque sorte magnétisé. Il lui imprime une information qui va le régénérer et le polariser. Voyez-vous, ce système est moyenâgeux. Regardez, de la ferraille qu'on va donc, pouf, coudre à la pointe du cœur et il va aspirer le sang de ventricule pour l'amener à l'aorte. Vous pouvez voir les détails dans l'article, où je pense, vous voyez ce qu'il dit l'article, il y a bien d'autres images aussi. Voilà la vision de l'avenir, si vous voulez. Mais bien sûr, pour les étudiants et les internes en médecine, il ne faut pas l'écrire dans les questions d'internat. Vous voyez, un petit quart d'heure par un professeur parisien qui va vous expliquer le traitement médical de l'insuffisance cardiaque. En fait, le traitement médical, je le répète comme ce que j'ai dit dans ma vidéo 593, n'agit pas sur le cœur. On n'augmente pas ses contractions, je le répète, parce qu'on n'a pas encore trouvé la molécule, le médicament qu'il faut. Donc, on est obligé de brancher de mini-pompes, comme vous avez vu. Voilà. On agit donc pour soigner le cœur. On agit sur la précharge, ça veut dire le volume du sang. D'accord? Et la post-charge, ça veut dire la résistance périphérique. Alors, j'envoie un message aux futurs chercheurs, aux futurs étudiants en médecine qui veulent faire de la recherche. Méditez là-dessus. Si vous réfléchissez, ça ne marche pas, le traitement inotrope positif, ça veut dire ceux qui augmentent la contractilité du cœur. Il y a donc autre chose. Quand quelque chose ne fonctionne pas, tu fais autrement. Tu dois agir par un magnétisme qui est synchronisé avec l'électrocardiogramme pour polariser le sang. Tu mets un aimant sur le ventricule droit, où il arrive le sang bleu, qui est le pôle négatif, in, et un autre aimant sur le ventricule gauche, qui est le pôle positif. Et les deux vont créer un champ magnétique alternatif qui va imprimer une nouvelle information au sang, parce que le sang, ce n'est pas seulement de la chimie, de sucre et de l'urée, de la créatinine et des graisses et du phosphore et du potassium et de tout ce que tu veux. Le sang, c'est comme une pile électrique. Il a son propre électricité. On peut ajouter ce principe que je viens d'expliquer, qui est ma vision
einsteinienne, à l'Einstein, qui sort de l'ordinaire. On peut l'ajouter au cœur artificiel Carmat, conçu par le grand professeur Carpentier à l'hôpital Georges Pompidou. Car, je me répète encore, vous voyez bien que la mécanique seule ne fonctionne pas. Il faut autre chose en plus. Et voilà une nouvelle direction pour la recherche, ceux qui veulent chercher. Comme quand j'étais en Allemagne, suite à un congrès, vous voyez comment ce professeur va en quelque sorte, entre deux guillemets, masturber le traitement médical. On augmente ceci, on diminue cela, on augmente le Lasix, on dose, on fait ça. C'est quoi cette cuisine-là? C'est quoi? Tu as oublié que la rééducation, si tu rééduques un patient, il peut modifier son débit cardiaque, sa fraction d'éjection. N'oublie pas aussi qu'il y a les cellules souches que tu peux réveiller par ta propre volonté ou en captant l'énergie, l'onde qui guérit selon l'enseignement de Bruno Gröning. C'est aussi, ça aide. Si on assemble tout cela, traitement médical, le cœur artificiel Carmat de professeur Carpentier, si on imprime une information électromagnétique au flux du sang, et si en plus on demande à nos cellules souches de se réveiller, eh bien, vous voyez, on a une vision globale des choses. Voilà, chers amis, aux futurs étudiants en médecine. L'insuffisance cardiaque avec la partie plus médicale que je vais faire, puis rythmologique, et enfin chirurgicale. Alors, le traitement de l'insuffisance cardiaque, le point de vue donc, du cardiologue qui donne des médicaments, voilà mes déclarations d'intérêt. Bon, moi, je reste à des choses simples. Hein. On est donc là pour traiter des patients. Et si on veut traiter des patients, c'est qu'on veut les améliorer sur le plan de leurs symptômes, c'est qu'on veut faire en sorte qu'ils soient moins hospitalisés. Et enfin, c'est encore mieux si on peut prolonger leur survie dans de bonnes conditions. Alors, de quoi dispose-t-on pour les insuffisants cardiaques? On dispose d'une part d'outils pour continuer à titrer les bêta-bloquants. Et pour être honnête, je ne crois pas qu'on ait la preuve scientifique de savoir si, lorsqu'un patient est en dessous de 60 par minute, est-ce que ça vaut le coup de continuer à augmenter les doses de bêta-bloquants. On a des études qui montrent que les patients ont été traités avec telle dose, mais on ne sait pas est-ce que ça vaut vraiment le coup, quand le patient est déjà bien ralenti, d'augmenter encore la dose. Mais par contre, il faut être assez exigeant sur la dose qu'on doit être amené à obtenir. Et je dirais qu'on peut descendre jusqu'à 50-60 par minute. Alors, peut-être pas chez les sujets très âgés, fatigués, etc. Mais il faut quand même viser un peu le 60 par minute. Et si on descend un peu en dessous de 60, c'est pas dramatique, on peut le faire. Et donc, il ne faut pas être effrayé par la bradycardie. Mais peut-être que les rythmologues vont me dire qu'ils ne sont pas d'accord. Alors, deuxième chose, la pression artérielle. La pression artérielle, c'est le deuxième facteur limitant. Évidemment, quand votre patient a 8,5 de tension ou 9, vous leur dites on ne va pas quand même introduire de l'Entresto parce que la tension va baisser. Et c'est vrai que ça peut baisser, mais il faut quand même essayer. Et je dirais que la pression artérielle, ce n'est pas tellement le niveau qui compte, c'est surtout est-ce que le patient tolère ou pas. Si il peut vaquer à ses occupations avec 8,5 de tension ou 9 de tension, ben c'est très bien. Hein, il ne faut pas limiter les médicaments. Et je dis ça pour l'ambulatoire, mais c'est vrai qu'à l'hôpital, ben très souvent, si vous regardez bien les trans des infirmières, il y a écrit ben, je n'ai pas donné le ramipril ce matin parce que le patient avait 9 de tension. Donc si vous ne regardez pas la trans ou si vous ne faites pas bien attention à la pancarte, finalement, le patient n'a pas reçu son médicament. Et donc, évidemment, c'est difficile de s'améliorer sans médicaments, enfin pour ceux qui croient aux médicaments comme moi. Alors, la fonction rénale, on a vu la fonction rénale et on parlera un petit peu de l'académie. Alors, la fonction rénale, je vous ai mis un petit cas clinique. Alors, c'est un petit cas clinique d'un patient classique, donc un peu plus âgé que dans les études, 78 ans. Vous venez de le prendre en charge parce que son cardiologue est parti à la retraite. Il a de l'hypertension, un diabète et il a fait un infarctus il y a longtemps. Il a été ponté peu de temps après l'infarctus et
finalement, il a fait cette première poussée d'insuffisance cardiaque il y a 2 ans. Bon, bah, c'est de l'histoire classique, hein. On commence par la cardiopathie ischémique, puis petit à petit ça se dégrade et la fraction d'éjection diminue. On a coronarographié à l'époque, les pontages étaient perméables, donc il n'y avait pas de nécessité de revascularisation. Et il reçoit le traitement suivant. Donc il a de l'énalapril, il a du carvedilol qui est un bêta-bloquant que vous connaissez, le furosémide il a 40 mg et il a un peu de spironolactone. Donc finalement, il est pas mal ce malade. Il a une quadrithérapie déjà. On peut toujours discuter les doses. Hein. Ce n'est peut-être pas les doses optimales, mais votre prédécesseur qui l'avait pris en charge, il s'était pas mal démerdé déjà. Il avait quand même donné une quadrithérapie. Donc vous l'examinez, il a une dyspnée d'effort stade 2. Voilà, il a une tension à 110, une fréquence qui est bien ralentie, il n'a pas de signe d'insuffisance cardiaque, il a des QRS fins. Et voilà un petit peu ses données biologiques. Et vous voyez qu'il a une créatinine à 150 micromoles, ce qui fait quand même un débit de filtration autour de 40 et un NT-proBNP autour de 2300. Donc, la question, c'est que vous décidez d'optimiser son traitement. Vous dites, bon, le bêta-bloquant, il est bien ralenti déjà, je ne vais pas commencer par augmenter ça. Mais par contre, l'énalapril, il avait 10 mg, donc je vais quand même le doubler parce que la dose cible d'énalapril, c'est 20 mg. Donc je continue avec l'énalapril, je double l'énalapril et vous savez qu'à chaque fois qu'on bouge un IEC, un ARA2 ou éventuellement du sacubitril valsartan, il faut faire un ionogramme dans les 7 jours. Donc vous faites un ionogramme dans les 7 jours et vous recevez le ionogramme une semaine après. On vous dit que la créatinine a augmenté. Elle est passée de 150 à 198, c'est quand même pas mal, puisque vous voyez que le débit de filtration glomérulaire il a chuté à 30, il était à plus de 40. Le potassium est resté stable, le sodium aussi. Le patient vous appelle, il va bien, il n'a pas été spécialement amélioré par l'énalapril, mais il vous dit quand même cette créatinine, le rein, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous maintenez la même dose? Est-ce que vous diminuez la dose? Est-ce que vous l'arrêtez? Est-ce que vous continuez à l'augmenter? Ou est-ce que vous diminuez le furosémide? Je vous rappelle, il a 40 mg. AE, maintien de la dose, diminution du furosémide. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Personne. Maigrir. 88 kg pour 1,75 m. Il faut maigrir, oui, mais maigrir comment? Ah, ça c'est une autre histoire. Alors, je suis d'accord en fait, tout à fait d'accord avec votre proposition. Le maintien de la dose d'énalapril, ce n'est pas un vrai problème, hein, puisque quand on introduit un IEC, on peut avoir une petite dégradation de la fonction rénale, et quand cette dégradation n'est pas trop importante, on peut la tolérer. Je vous fais passer ici un petit schéma, qui est un petit algorithme d'un article qui date de 2-3 ans. Vous voyez qu'on avait un patient avec une dysfonction rénale qui était ce qu'elle était, qui s'aggrave, et qui s'aggrave au moment de l'initiation d'un traitement par IEC. Donc on regarde, est-ce que ça a augmenté de moins de 50%? Est-ce qu'on reste avec une créatinine inférieure à 266 ou est-ce que le débit de filtration glomérulaire reste supérieur à 25? Et si c'est le cas, c'est-à-dire si l'augmentation finalement de cette créatinine est modérée, on peut considérer qu'on a une pseudo-aggravation, pseudo-worsening renal failure, donc pseudo-aggravation de la fonction rénale, c'est que c'est tolérable et qu'il va falloir surveiller, mais qu'il ne faut pas forcément alléger le traitement dans l'immédiat parce qu'il y a un vrai bénéfice à le donner. Alors c'est vrai qu'un patient comme ça, il faut sûrement refaire un ionogramme dans les 7 jours pour être certain que ça ne continue pas à s'aggraver. Alors la baisse du Lasilic, ça peut peut-être se discuter s'il n'a pas de signe congestif, mais il avait une dose qui n'était pas énorme, qui était de 40 mg, il était déjà insuffisant. Alors, 3 mois plus tard, vous le revoyez à la demande de son médecin traitant, car cette fois-ci, il est moins bien. Il est plus essoufflé, il a pris 4 kilos, il a des chevilles gonflées, il a une petite tension, il a des œdèmes, et il vous apporte une biologie qui montre que la créate, alors la créate avait rediminué, vous aviez une créate intermédiaire, et là, à nouveau, elle augmente, et elle augmente franchement, puisqu'elle est à 220 micromoles. Il a un débit de filtration glomérulaire à 27, potassium qui a un peu monté, le NT-proBNP aussi. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous l'hospitalisez? Est-ce que vous augmentez le furosémide? Est-ce que vous baissez la spironolactone? Est-ce que vous ajoutez de l'hydrochlorothiazide? Est-ce que vous diminuez de l'énalapril? Alors, A et B. Alors A, ça
peut se discuter, je suis d'accord. Mais bon, c'est vrai que c'est pas rigolo d'être hospitalisé. Après tout, là, il est un peu plus essoufflé, il a un peu d'œdème. On peut peut-être lui éviter une hospitalisation. Moi, j'aurais tendance à dire, on peut simplement augmenter le furosémide. C'est pas parce qu'il aggrave sa fonction rénale qu'on ne peut pas augmenter le furosémide. On peut augmenter les diurétiques, il a des signes congestifs, et peut-être que l'aggravation de la fonction rénale est liée justement à cette congestion qu'il a. Et donc, je pense que c'était probablement ce qu'il fallait faire. Et vous voyez que là, on a une détérioration de l'état clinique, il n'est pas en état de choc, donc il faut donner des diurétiques ou les augmenter. Et s'il s'améliore, s'il améliore sa fonction rénale alors qu'on lui a donné des diurétiques, c'est en fait lié à ce fameux rein congestif. Vous savez, certains patients, lorsque vous les diurétiquez, ils n'aggravent pas leur fonction rénale, au contraire, ils l'améliorent quand ils ont déjà une altération de la fonction rénale. Et c'est plutôt un élément qui montre que le rein congestif a joué un rôle dans la détérioration de la fonction rénale. Donc, c'est ce qui s'est passé chez lui, puisqu'il a perdu du poids, les œdèmes ont disparu 15 jours après, la créate est redescendue à 180. Donc, il a toujours, bien sûr, une altération de la fonction rénale, il a 9,5, 7 de tension, 60, etc. Bon, il est restabilisé. Donc, vous dites que ce malade est un peu fragile, restabilisé, vous pouvez peut-être faire quelque chose de mieux pour lui, et vous décidez de lui donner ce nouveau médicament dont on vous a tant vanté les effets, le sacubitril/valsartan. Comme il a 20 mg d'énalapril mais qu'il a une petite tension, etc., vous préférez donner, enfin oui c'est ça, vous donnez quand même la dose intermédiaire, c'est-à-dire la dose moyenne d'énalapril d'emblée, après bien sûr avoir arrêté l'énalapril. Parce que vous savez qu'il faut arrêter l'énalapril 36 heures avant la première dose d'Empresto. Alors, il vous rappelle une semaine après, car il ne se sent pas bien. Il n'a pas bien toléré votre médicament, la tension est à 8,6, la créate est passée à 240, et finalement, voilà, qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous dites c'est le sacubitril/valsartan qui ne tolère pas bien? Est-ce que je l'arrête? Est-ce que je le diminue? Est-ce que je diminue le furosémide? Est-ce que je le ressale un petit peu? Est-ce qu'il est un peu hypovolémique? BC. Alors, ouais, moi je trouve que c'est pas mal d'essayer de maintenir le sacubitril/valsartan et de diminuer la dose de 24-26 deux fois par jour. Quant à diminuer le furosémide, là je serais un petit peu plus prudent parce qu'il vient de faire une poussée il n'y a pas longtemps, donc on vient de l'augmenter. Moi j'ai peur que si on diminue le furosémide, peut-être qu'on risque à nouveau de... Mais enfin bon, ça peut se discuter, je n'ai pas de réponse toute faite, peut-être que c'est bien de diminuer un peu le furosémide. Moi j'aurais diminué le sacubitril, mais j'aurais essayé de le maintenir quand même, voilà. Donc, ce qu'il faut simplement savoir, c'est que ce médicament, il est en général bien toléré. Vous savez que dans l'étude Paradigme, il était aussi bien toléré que l'énalapril, il n'y avait pas plus d'effets secondaires, il y en avait plutôt un peu moins. Mais il y a des facteurs quand même qui laissent penser que le médicament ça risque d'être compliqué de l'introduire, ou on peut très bien avoir des échecs d'introduction. Ces facteurs, vous les avez là, c'est des facteurs qui ont été associés à la non-randomisation dans l'étude. C'est-à-dire qu'il y avait une phase de running dans l'étude, et les patients qui ne toléraient pas, ils n'ont pas été randomisés. Et parmi les facteurs qui étaient associés avec la non-tolérance, soit de l'énalapril à 20 mg, soit du sacubitril à forte dose, eh bien, il y avait le débit de filtration glomérulaire inférieur à 60, et vous aviez la baisse de la pression artérielle, vous voyez, petite tension, altération de la fonction rénale. On avait les facteurs réunis pour ne pas bien tolérer ce médicament. Alors, j'ai bientôt fini. Un petit mot sur la spironolactone et le potassium, simplement pour vous dire qu'on peut aussi tolérer une petite hyperkaliémie, entre guillemets. Entre 5 et 5,5, c'est tolérable. On n'a pas besoin de diminuer ou d'arrêter la spironolactone. C'est que lorsqu'on est au-dessus de 5,5 qu'il faut diminuer de moitié. Et bien sûr, au-dessus de 6, on arrête complètement. Mais voilà. Donc, on peut tolérer des petites augmentations de la kaliémie, mais encore une fois, c'est des malades qu'il faut avoir à l'œil, il faut répéter les dosages, répéter la surveillance biologique. Enfin, dernier point avant de terminer, c'est l'insuffisance cardiaque récente. C'est-à-dire, là, on est dans un malade chronique qui a insuffisance cardiaque depuis 2 ans, qui a une longue histoire, etc. Le problème, c'est aussi les patients qui rentrent dans la maladie, que ce soit après un infarctus du myocarde, un peu étendu, ou après la découverte d'une cardiomyopathie dilatée.
parce que souvent, on titre les médicaments, mais de manière beaucoup trop lente. Et c'est important de titrer les médicaments de manière plus rapide pour se donner un objectif à 2-3 mois d'avoir un traitement optimisé. Et pour ça, ça ne peut pas se faire en 1 ou 2 consultations, évidemment, parce que vous ne pouvez pas monter d'emblée les doses. Ça nécessite de les revoir régulièrement. Et ça, c'est un petit effort qu'il faut faire, et je pense que c'est le médecin spécialiste qui doit faire ça, parce qu'on ne peut pas tellement compter. Je ne sais pas s'il y a des médecins généralistes dans la salle. C'est vrai que le médecin généraliste est un peu inquiet avec tous ces médicaments, et à juste titre, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires, et ce n'est pas lui qui va forcément titrer ces médicaments. Donc c'est à nous, cardiologues, d'essayer de les revoir. Ça ne prend pas longtemps, parfois en 5-10 minutes. On a vu les patients, on a l'analyse biologique, la tension, et on peut savoir si on augmente ou si on continue à la même dose. Voilà. Après chaque augmentation, il faut doser la biologie. Et puis, voilà, quelques messages clés. On ne fait pas si mal quand même, parce qu'encore une fois, on n'a pas les mêmes malades que dans les études, et donc il ne faut pas en permanence se culpabiliser, mais il faut avoir conscience qu'on peut mieux faire, et il faut faire un petit effort sur la titration et l'inertie, et on doit, voyez, dans les cas que je vous ai montrés, savoir un petit peu parfois essayer d'aller au-delà de sa zone de confort et pousser un petit peu la chose, même si on le fait en accord avec le patient, en lui expliquant que c'est bénéfique pour lui, mais que ça peut créer des effets secondaires. Et puis on doit parfois reculer, mais il faut essayer, il faut retenter. Hein, quand on diminue, ça veut pas dire, quand on arrête, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours. Il faut essayer de réessayer les médicaments. Et puis bien entendu, l'éducation, évidemment, si le patient comprend un peu ce qu'on fait, c'est mieux. Si les aidants comprennent, c'est un petit peu mieux, parce que sinon ça reste quand même pour le patient quelque chose d'assez abstrait. Voilà, je vais m'arrêter là, je vous remercie.